Donc Christophe Bedin, moi je suis sur l'IT chez ADO au niveau de... Je mets en place des assistants virtuels, donc c'est pour aider les personnes à gagner du temps avec des tâches répétitives et donc sur de la RPA, Robotic Process Automation, du process mining, donc c'est chercher de l'efficacité opérationnelle. Et puis j'ai un autre sujet à titre perso où je m'intéresse fortement à une plante qui est le chanvre avec plein de vertus. Et donc, j'ai envie de jouer le rôle de catalyseur pour mettre les personnes en relation. Et donc, je pense que c'est comme ça que j'ai provoqué cette réunion et je suis entré en relation avec Nathalie et Philippe. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et l'objectif, c'est de vous en faire profiter, tout simplement. Donc, je passe la main à Nathalie. Bonjour, Nathalie Fichot, je suis directrice d'interchambre, l'interprofession agricole qui regroupe les producteurs et les industriels. Et je suis secrétaire générale de Construire en Chambre, l'association dédiée sur la partie constructive que Philippe va vous présenter, et nouvellement présidente de Chambriers sans frontières, une structure qu'on a montée pour faire bénéficier de notre expertise les pays qui nous sollicitaient régulièrement pour pouvoir monter des filières chanvre chez eux. Bonjour à tous, Philippe Lamarque, donc président de Construire en Chambre, président fondateur de Wallup, la première usine de préfabrication hors site de béton de chanvre, la première usine au monde, et secrétaire général de Chambriers sans frontières, et accessoirement architecte depuis 33 ans. Je vais peut-être démarrer. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt. Merci beaucoup pour vos présentations. Donc, une interprofession agricole, c'est un format un peu particulier. C'est une structure en fait qui s'engage auprès du ministère de l'Agriculture et du ministère des Finances à faire une stratégie partagée et un plan d'action avec tous les acteurs de la filière. Et donc, tous les 3 ans, on renouvelle. Et donc là, on est en fin de triennale et on est en train de travailler à la stratégie pour les 3 années à venir. Et cette stratégie et ce plan d'action, quand ils sont validés, nous permettent de récupérer une contribution volontaire obligatoire. Je sais, c'est aberrant, mais c'est comme ça, c'est le cadre légal de l'État. Et donc, pour le chanvre, c'est 60 centimes du kilo de semence qui nous permet de faire des activités au niveau de l'interprofession. Et donc, nous, notre métier, avec nos 2 collèges de producteurs et d'industriels, c'est vraiment d'apporter plus de valeur ajoutée aux agriculteurs pour pouvoir développer cette culture. Dans notre plan d'action, on fait des études d'intelligence économique tous les 3 ans. Et dans ces études d'intelligence économique, on a pu voir dans l'évolution entre le plan filière 2017 et le plan filière 2020 qu'en fait, on avait un doublement des surfaces du chanvre au niveau mondial. Après, avec le Covid, ça s'est forcément calmé, mais ça repart très, très fort. On est de plus en plus sollicité par des pays à l'étranger qui veulent, entre autres en Amérique du Sud, en ce moment, ils sont en train de bouger beaucoup sur le sujet. Les pays qui avaient le plus augmenté, c'était la Chine, qui est le premier pays producteur au monde, qui avait mis dans son plan national une volonté de faire 1,5 million d'hectares, même s'ils en sont qu'à 66 000, mais en tout cas, c'est eux qui ont la plus grosse industrie sur toute la partie textile, aussi bien sur la partie filature que la partie tissage. Il faut savoir que 95% du lin français et européen est né en Chine et tissé en Chine et revient sur le territoire européen. On n'a pas tout à fait le même objectif en chanvre. Et on a les États-Unis qui ont fait en décembre 2018 le Farm Bill et qui ont décidé dès 2019 de faire 59 000 hectares, principalement sur le marché des molécules, le CBD pour ne pas le nommer. Et du coup, ils ont saturé un marché qui était un marché naissant et ils ont aujourd'hui plus que 8 000 hectares en chanvre et ils souhaitent absolument diversifier les marchés sur le modèle de la France et ils viennent nous demander nos savoir-faire sur la partie textile ou la partie bâtiment, puisque la partie bâtiment est une création purement française. Au niveau européen, la France est le premier pays producteur. Aujourd'hui, on a 22 000 hectares. Ça représente un peu plus de 37%, mais on a fait jusqu'à 80% des parts de marché en Europe. On fournit les semences aussi à une grosse majorité de l'Europe.
Et sur le côté des pays, vous avez des petites flèches pour dire si les surfaces sont à tendance haussière ou tendance baissière. Et en fait, quand on analyse un peu les pays qui sont en baisse de surface, ce sont les pays qui étaient principalement sur la partie molécule, en tout cas qui n'avaient qu'un produit qui développait sur leur territoire, alors que les pays qui sont à croissance de surface sont vraiment tous les pays qui développent l'intégralité des marchés qu'on va vous développer. Les acteurs français, aujourd'hui, vous avez 6 chambrières. C'est principalement un modèle coopératif. En tout cas, c'est une industrie atypique parce que c'est une industrie qui a besoin de fonctionner avec les agriculteurs. Aucune chambrière ne fonctionne sans un appui fort des producteurs parce que c'est une fibre technique et que du coup, il y a un lien fort entre l'amont et l'industrie. La chambrière de l'Aube est la plus ancienne. Elle fête cette année ses 50 ans. Elle représente 50% du marché français et c'est la plus grosse en Europe. Donc, elle connaît tous les marchés du chanvre. Après, vous avez 2 chambrières que sont Cavac et Interval, qui sont des coopératives agricoles qui ont choisi de diversifier leur marché il y a 15 ans. Interval a créé APM à 50% avec Forestia et a mis 1 million d'euros par an pendant 10 ans pour développer une industrie de la plasturgie, principalement sur l'automobile, mais pas que, pour électrodépôt. C'est un ancien de SEB maintenant qui s'occupe du développement sur tout ce qui est hors automobile, parce qu'effectivement, en injecté, le gros intérêt, c'est de pouvoir passer sur tout type de machine d'injection. Et donc là, on va remplacer la fibre de verre par une fibre de chanvre dans les compounds. Et du coup, on va pouvoir alléger des pièces automobiles. Donc, c'est principalement les tableaux de bord de véhicules qui vont être allégés de 20 à 30% et qui vont être recyclables alors qu'ils ne l'étaient pas quand elles étaient en fibre de verre. Donc, vous pouvez recycler jusqu'à 7 fois une fibre de chanvre. Et aujourd'hui, vous avez 16 millions de véhicules en France qui sont équipés avec des tableaux de bord en chanvre. La majorité des modèles de chez Peugeot, vous avez des Land Rover, vous avez beaucoup de marques. Je crois qu'en tout, ils ont 14 marques. Donc, voilà, vous ne savez pas forcément, mais sûrement que dans votre voiture, vous avez un tableau de bord en fibre de chanvre. La Cavac, eux, c'était un choix de diversifier sur plutôt l'isolation. Et donc, ils étaient la première usine, il y a 15 ans, à avoir la première et deuxième transformation sur le même site. C'est-à-dire que vous rentrez une balle de chanvre en entrée d'usine et en sortie d'usine, vous avez les palettes d'isolants biofibre qui sortent et qui vont directement dans vos magasins. En fait, ils ont mis au point un mélange avec du lin, du chanvre et de la ouate recyclée pour faire un isolant, enfin des isolants. Ils ont une gamme d'isolants que vous mettez dans vos magasins. Donc voilà, ça marche extrêmement bien. Ils sont leaders sur ce marché. Et aujourd'hui, les isolants biosourcés représentent 11% des isolants sur le marché de l'isolation en France. Ils sont en train de construire une usine à 28 millions d'euros. C'est le plus gros investissement qu'a jamais fait la COP pour pouvoir tripler leur capacité de production. Donc, ça se développe très, très bien. Après, vous avez Planète et la chambrière dans le 77 en Île-de-France qui a travaillé avec Philippe, qui vient de vous être présenté, à la création de la première usine de murs préfabriqués en béton de chanvre. Ils sont sur le même site, donc vous avez 200 mètres entre la chambrière qui va séparer dans la paille le bois du chanvre et la fibre, et l'usine qui va couler directement les murs préfabriqués sur châssis bois. Après, vous avez Agrochanvre en Normandie et une petite chambrière, Gatti Chanvre aussi. Et on a 4 projets de chambrières dans le sud, que ce soit au niveau Occitanie, au niveau de l'Atlantique, avec ces chambres. Il y en a une qui n'a pas été mise sur la carte, mais qui est en Isère, et qui est un projet qui s'appelle Pépite. Agrochanvre, ils produisent quoi? Agrochanvre, ils produisent principalement de la grève, principalement pour le marché alimentaire. C'est des spécialistes sur la partie alimentaire. D'accord. Donc, on a formé 1600 entreprises du bâtiment avec Construire en Chanvre aujourd'hui. Et on a à peu près 300 salariés dans nos chambrières. C'est un chiffre qui est plutôt à la hausse. Les surfaces, elles ont été multipliées par 5 en 30 ans, par 3 sur les 10 dernières années. Et surtout, au mois d'octobre dernier, j'ai demandé à mes chambrières quels étaient les besoins de leurs clients à 5 ans pour qu'on puisse mettre en place les
les moyens qui vont permettre de développer ces surfaces. Et en fait, l'industrie du textile et l'industrie du bâtiment ont de telles demandes qu'on va devoir doubler les surfaces en chanvre à 5 ans. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on puisse doubler soit les surfaces, soit le nombre de producteurs. Et vous allez voir, les producteurs sont à proximité des chanvrières. Donc c'est un vrai beau challenge pour la filière parce qu'on a un problème de rentabilité pour le producteur. Donc, il faut absolument qu'on puisse apporter plus de valeur ajoutée aux producteurs. Pourquoi ça se développe autant, le chanvre? C'est parce qu'on est vraiment sur les 3 piliers du développement durable. Au niveau écologique, on est sur une plante qui, bien évidemment, est sans OGM, qui a 0 phyto. Vous n'avez ni fongicide, ni herbicide, ni insecticide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une plante qui n'a pas été dupliquée. Ce n'est pas une plante où vous avez la même génétique sur chaque pied. C'est vraiment ce qu'on appelle une population. Et donc, si vous avez une plante qui tombe malade, elle ne va pas contaminer toute la parcelle. Et c'est quand même extrêmement rare dans le paysage agricole français d'avoir une plante sans pesticides. Pour exemple, le lin, vous avez 12 pesticides sur lin. C'est une plante qui a une très forte biomasse. Et donc, du coup, vous avez une plante qui est semée en avril-mai, qui est récoltée en août-septembre et qui va faire entre 2,50 m et 3 m de haut. Ce qui veut dire qu'elle va capter 15 tonnes de CO2 à l'hectare. C'est l'équivalent d'une forêt. Sauf que là, c'est tous les ans et c'est en quelques mois. C'est une plante qui rentre dans une rotation et du coup, qui va permettre, donc tous les 5 ans, en fait, elle revient à peu près sur une parcelle. Et comme elle a un système racinaire profond, et qu'elle nettoie en fait les parcelles quand il y a des problèmes d'enherbement, puisque en fait cette très forte biomasse fait de l'ombre aux pieds et donc toutes les mauvaises herbes sont mortes pendant le cycle du chanvre. Du coup, ça va permettre un gain de rendement sur la céréale qui vient après dans la rotation de 8 à 10%. Et vous n'avez pas d'irrigation sur chanvre. Et vous n'avez pas de déchets non plus, puisque vous allez voir après dans les différents marchés, le process mécanique de la chanvrière permet de générer de la poussière et cette poussière va être elle aussi valorisée. Et on est sur de l'emploi local non délocalisable, puisque nos producteurs sont à proximité. À Planète Chanvre, ils sont dans un rayon de 25 km de l'usine. Voilà la culture. Donc, on est sur une variété qui s'appelle Cannabis sativa L, qui n'est pas le cannabis indica pour la drogue. On est sur un taux de THC qui est limité à 0,3% dans la réglementation européenne. Et donc, vous avez un nombre de variétés référencées au niveau européen, un catalogue européen des variétés qui permet de produire du chanvre en toute sécurité. Depuis un peu plus d'1 an, il y a possibilité de produire des fleurs et des feuilles pour les molécules, le CBD, entre autres. Mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes variétés et on n'est surtout pas du tout sur le même itinéraire culturel, c'est-à-dire que quand on produit un CBD, on va avoir un pied au mètre carré, on va avoir l'équivalent de 30 à 60 000 € de main-d'œuvre à l'hectare, alors que quand on est sur un chanvre industriel, on est sur 200 pieds au mètre carré et on est sur un procédé qui est totalement mécanisé, où c'est l'agriculteur qui va passer avec son tracteur. Dans le chanvre industriel, vous avez 3 matières premières. Vous avez la graine, qui est un super aliment. Donc, je le détaillerai peut-être, mais là, je crois qu'il n'y a personne qui est intéressé trop par ce marché. Vous avez la chènevotte, qui est donc le bois du chanvre, et la fibre. La chènevotte, sa spécialité, c'est de pouvoir capter 4 fois son volume en humidité sans se déformer, contrairement au bois. Et donc, du coup, ça va faire un paillage ou un paillage horticole ou une litière animale extrêmement intéressante, mais ce ne sont pas des marchés à très forte valeur ajoutée. Et comme nous, notre métier, c'est d'apporter plus de valeur ajoutée aux producteurs, on travaille davantage toute la partie granulat végétale qui va vous être détaillée tout à l'heure par Philippe. Mais là, je vous ai mis le petit graphique pour vous montrer qu'un béton de chanvre n'est pas du ciment, c'est de la chaux, de la chènevotte et un peu d'eau. La fibre, elle, c'est la matière première qui a permis de développer le chanvre et de le garder tout du long du XXe siècle, principalement rattaché à l'industrie papetière. On a encore 50% de notre fibre qui va sur l'industrie papetière, mais c'est un marché à très très peu de valeur ajoutée. Donc, c'est plutôt les fibres qui sont de moins bonne qualité qui vont sur cette industrie papetière. Mais je vous ai emmené des barquettes pour vous montrer qu'il y a aussi tout ce qui est cartonnage, tout ce qui est packaging qui peut être fait.
Mais les marchés à plus forte valeur ajoutée, ça va être l'isolation, la plasturgie dont je vous ai déjà parlé aussi un peu, et le textile que je n'ai pas encore développé. En 2 ans, on est passé de 1% de nos fibres à 10% de nos fibres pour cette industrie textile qui est vraiment très, très intéressante. Je le développe juste après la partie bâtiment. Et comme je vous disais, on a 22% de la plante qui va être en poussière, générée par l'industrie qui est purement mécanique de défibrer la paille. Et donc, cette poussière, on va l'utiliser soit dans des méthaniseurs, soit en briquettes dans des grosses chaudières, soit en compost, où il y a encore aussi pas mal de R&D sur la partie cosmétique, en épaississant par exemple dans les cosmétiques. Voilà en visuel ce que je vous ai présenté précédemment. Je n'ai pas trop développé la partie cosmétique, et elle, composée principalement d'huile de chanvre, mais on est en train de travailler avec des spécialistes cosmétiques pour pouvoir potentiellement remplacer tous les composants des cosmétiques avec du chanvre, même les packaging. La partie alimentaire, je vous la développerai après. Voilà un peu les modèles économiques. Donc, le tableau de gauche, c'est les indices de prix pour vous montrer pourquoi on travaille davantage sur la partie bâtiment, sur l'action vote, parce que c'est vraiment ce qui est le mieux rémunéré. Pourquoi on travaille le plus sur le textile, sur la fibre, parce que c'est ce qui est le mieux rémunéré et qui correspond bien aux tendances que vous avez sur la colonne de droite, où les tendances de marché explosent sur la partie textile et sur la partie bâtiment. Et sur la partie chaîne vie, c'est la partie cosmétique et alimentaire, et surtout alimentaire, qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années. Sur notre site d'Interchange, vous avez toutes les fiches produits, vous avez des recettes, vous avez énormément de choses qui sont directement en ligne. On a travaillé aussi avec un docteur en nutrition pour faire des menus pour tout ce qui est RHD, aussi bien pour les scolaires que pour les EHPAD. Sur la partie de droite, c'est le modèle économique, la marge semi-nette pour le producteur, qui date du dernier plan filière, donc de 2020. Je n'ai pas eu le temps de mettre à jour parce que c'est énormément de récupération de données. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le producteur, même s'il est mieux payé à la tonne de paille aujourd'hui, là, il s'est marqué 111 € de la tonne. Aujourd'hui, ils sont plutôt à 140 € de la tonne. L'aide couplée est une enveloppe globale fournie par l'Europe. Et cette aide couplée est répartie par le nombre d'hectares. Et comme vous avez vu précédemment, le nombre d'hectares augmentant, aujourd'hui, un producteur n'a que 83 € de l'hectare en aide couplée pour le chanvre. Et ils ont fait leur commande de semis au mois de septembre-octobre, quand les céréales explosaient à cause de la guerre en Ukraine. Et donc, du coup, on est à peu près dans les objectifs au niveau national des surfaces. Mais on a une chanvrière qui a quand même perdu 30% de ses surfaces parce qu'ils se sont tous mis à faire du colza ou du blé pour pouvoir répondre à la demande mondiale. Du coup, pour pouvoir compenser le prix du producteur, on a travaillé depuis 3 ans maintenant sur le label bas carbone grande culture avec l'État, avec AgroSolutions, avec Terrinovia et Arvalis pour pouvoir rémunérer le gain de carbone, enfin tous les 15 tonnes de CO2 captés par la culture. Et donc, on a, je ne sais pas si je dois détailler, Christophe, l'outil là, parce que ça me semble un peu technique, mais vous avez 3 tableaux de saisie, un tableau qui est le tableau des producteurs, un tableau qui est celui du haut, qui est plus la répartition des marchés par les chanvrières, pour savoir quels sont les marchés sur lesquels ils ont développé le plus, et surtout le dernier tableau en rose qui est celui où on va rentrer les données des analyses de cycle de vie, et ça on le fait au niveau d'Interchange, pour pouvoir dire quelle est la durée de vie des matériaux, le pourcentage de chanvre qu'il y a, et donc du coup le gain carbone. Et en fait, on n'a que 4 filières, 4 produits sur lesquels on a des analyses de cycle de vie et surtout une durée de vie qui est valorisable. C'est la partie béton de chanvre, la partie isolation, la partie plasturgie et la partie textile. Sur le textile, c'est une ACV filière. Sur le textile cotonisé, qui n'est pas ce que vous verrez le 6 juin, où là, on est sur une technologie fibre longue que je vais détailler tout à l'heure. Et in fine, une fois qu'on a rempli ces 3 tableaux, on a une formule qui nous a été fournie par Terrinovia et qui permettra de dire, ben voilà, la filière
captent tant de crédits carbone au travers des débouchés. Et donc, on pourra mettre en marché au niveau d'Interchamps des crédits carbone de la filière pour que les producteurs puissent être rémunérés par rapport à leur surface. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Oui, moi j'ai une question. C'est super intéressant. Et à quel horizon vous imaginez pouvoir du coup mettre sur le marché ces crédits? Très court terme, on est en train de négocier avec le ministère de la Transition écologique, avec l'ADEME et avec le comité de rédaction du label. La version 2 du label bas carbone est en cours de rédaction. Et mon conseil d'administration a demandé de rémunérer dès 2023, fin d'année, les producteurs. Donc, l'idée, c'est de rémunérer rapidement les producteurs. Donc, soit ça sera intégré au label bas carbone grande culture et ça dépendra de la sortie du label et de la validation par le ministère du fait qu'on valorise ce qu'on appelle le carbone aval dans les matériaux. Soit ça sera un outil dédié dans un premier temps en attendant que le label sorte et qu'on ait des validations politiques. Pour info, on a montré cet outil à la Commission européenne il y a 2 jours, à la DG Agri, et ils sont super emballés. Et comme vous savez, ils sont en train de travailler au niveau de l'Europe sur le carbone. Et donc, ça pourrait être un produit pilote, enfin une méthode pilote qui puisse décliner sur d'autres cultures. Super. Et donc, juste pour bien comprendre, un constructeur immobilier qui prendrait des panneaux en chambre, donc déjà, il va réduire ses émissions carbone liées à sa phase de construction. Et en plus, il peut acquérir des crédits carbone. Tout à fait. OK. Donc, aujourd'hui, c'est fait sur Excel. Ouais. Il n'y a pas encore d'outils informatiques à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être un sujet à penser. En fait, sur la partie carbone, on n'arrêtait pas d'être bloqué par l'ADEME ou d'autres structures qui nous disaient on ne voit pas comment ça peut fonctionner. Et donc, moi, comme c'était dans ma tête, il fallait vraiment que ça puisse être sorti informatiquement pour leur prouver que ça fonctionne. Et donc, du coup, j'ai demandé à un informaticien de me faire le prototype. Et du coup, il a fait le prototype sous Excel, mais de façon sécurisée. Ça peut être utilisé déjà pour montrer que ça fonctionne. Et après, ça peut servir de modèle pour un outil informatique sur une plateforme dédiée. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au fur et à mesure que la filière se développe et que les marchés se développent, on structure, on met des associations qui vont mettre les acteurs de la chaîne de valeur autour de la table pour pouvoir faire avancer le réglementaire, l'innovation et qu'on puisse vraiment harmoniser les marchés. Du coup, Philippe va vous parler de Construire en chambre, qui a été créé il y a 25 ans. On a créé en 2021 Santé France Cannabis pour pouvoir développer toute la partie cannabis médicale avec des pharmaciens, des médecins, des laboratoires. Et la dernière structure qu'on a montée, c'est donc ce que vous avez dit tout à l'heure, Chambrier sans frontières, pour pouvoir développer notre savoir-faire à l'international. En 2020, on a lancé au Salon de l'Agriculture une charte d'engagement qui prouve que, avec les audits externes tous les 18 mois, qui prouve qu'en fait, on a de la traçabilité sur nos produits, qu'on a 0 phyto, qu'on n'a pas d'irrigation, qu'on a un pourcentage de budget qui part en R&D et qu'on est sur une production française. Et donc, cette charte d'engagement, elle nous a permis de décliner un certain nombre de labels. On a fait le label Chenille français en 2020. Et en 2021, on a fait le premier label au monde qui garantit une fibre naturelle 0 phytosanitaire, qui s'appelle label France Fibers. On estime que entre les années 60 et 2020, il y a eu à peu près 100 millions d'euros d'investis. Et rien que sur les 2 dernières années, on a investi 50 millions d'euros pour doubler la capacité de la chambrière de l'Aube, je vous disais, la plus grosse en Europe, pour l'outil de production de semences, qui est en Maine-et-Loire, et pour l'usine de préfabrication Wallop, que Philippe va vous présenter tout à l'heure. Et rien que pour les 2 années à venir, entre le triplement des capacités de Planète Champ et de Cavac sur son usine, plus les 4 projets de chambrières dans le sud,
on est également sur ces 50 millions d'euros. Donc, focal sur effectivement la partie construction. Donc, comme le disait Nathalie, Interchamps s'est adossé à une association qui s'appelle Construire en Chambre, qui existe depuis 25 ans, qui avait pour objectif d'encadrer le monde de la construction à base de chanvre. Donc, 2 produits issus de la filière, la laine de chanvre, donc je me rappelle Cavac, propriétaire de la marque Biofib, et puis ce fameux béton de chanvre qu'on va décrire tout à l'heure. Donc cette association, au bord du conseil d'administration, nous avons l'ensemble des chanvriers, l'ensemble des chaux-fourniers de France et de Navarre. Chaux-fourniers, c'est les fabricants de chaux et de ciment, plus un certain nombre d'experts, architectes, techniciens de la construction, qui ont édité des règles professionnelles d'utilisation du chanvre. Règles professionnelles, c'est juste en dessous du DTU, considéré comme une technique conventionnelle, donc il n'y a pas besoin d'un ATEX, d'un avis technique expérimental pour construire avec du chanvre. Ces règles professionnelles sont reconduites environ tous les 3 ans, puisque Construire en Chambre fait une veille sur l'ensemble des bâtiments qui sont construits depuis donc 25 ans, un peu plus de 1000 bâtiments à travers le monde, hein, puisqu'on construit en Australie, en Israël, au Japon, avec les règles professionnelles françaises. Donc, spécificité, là aussi, cocorico, de la France. Construire en Chambre, qui plus est, a labellisé le label Chêne-Vote, c'est le seul granulat végétal qui soit labellisé, et a labellisé un certain nombre de couples, donc chanvre chaud, qui permettent de construire avec ce type de matériaux. La vocation de Construire en Chambre, pour finir, c'est d'encadrer la formation auprès des artisans, mais aussi des prescripteurs. Donc, de plus en plus de prescripteurs sont formés aujourd'hui. Et l'innovation dans les nouvelles règles professionnelles 2023, c'est qu'il y a une obligation de formation des architectes prescripteurs de cette technique particulière. Donc, il y a environ 1600 professionnels qui sont formés aujourd'hui et 50 000 mètres cubes par an de béton de chanvre qui sont développés avec la chaîne Vote. Parmi les adhérents, nouveaux adhérents aujourd'hui, on a un certain nombre de bailleurs et d'aménageurs. On peut citer Grand Paris Aménagement, qui est un adhérent récent, mais on a aussi des bailleurs sociaux qui sont évidemment adhérents de Construire en Chambre parce que ce sont des matériaux qui ont des particularités thermiques et hygrothermiques intéressantes avec une durée de vie très importante. On va les détailler rapidement. Donc, l'hygrothermie, c'est cette capacité qu'a le matériau. La chaîne Vote capte 4 fois son poids en humidité, sans déformation. Eh bien, ce couple chanvre-chaud va avoir la capacité d'absorber énormément d'humidité intérieure des bâtiments et il va le transformer sous forme d'eau stockée par la paroi. Dans cette transformation hygrothermique, il y a un dégagement de chaleur qui a été calculé précisément par le CEREMA dans un rapport officiel de mai 2020 qui est accessible sur le site du CEREMA. Ça correspond à 2 degrés. L'appel de température en hiver pour avoir 20 degrés à l'intérieur d'un bâtiment, eh bien, il y a besoin d'un appel de température de 18. Voilà. Il y a un dégagement de chaleur continu de la paroi qui fait que l'appel de température est moindre. Et ça correspond, si on fait référence à la RE 2020, un bâtiment correctement isolé à RE 2020 comparativement à un bâtiment isolé en béton de chanvre RE 2020, 2 degrés, ça correspond à 70% d'économie de chauffage. Donc, c'est considérable. Il se passe l'inverse en été. C'est moins vrai sur les flex, matériaux flexibles, donc laine de chanvre, mais c'est vrai sur les bétons de chanvre, qui sont des matériaux semi-rigides. Il y a énormément d'inertie thermique et la chaleur d'été. Cette inertie thermique, elle correspond à 10 à 12 heures. Et au bout de ces 10 à 12 heures, il n'y a pas d'augmentation de température à l'intérieur du bâtiment. Pourquoi? Parce que ce dégagement hydrique qui se fait en hiver, il se fait aussi en été. C'est la perspiration de la paroi. Donc, il y a un dégagement de thermie vers l'extérieur du bâtiment. L'humidité stockée par la paroi redevient vapeur d'eau à l'extérieur. Et donc, il y a un rafraîchissement de la paroi. Il a été construit avec Construire en Chambre en 2018, un petit village dans le bush australien. Il fait 40 degrés à l'extérieur, il fait 24 degrés sur 20 cm de béton de chanvre à l'intérieur des bâtiments en continu, sans climatisation. Donc c'est l'enjeu de demain, hein. La RE 2020 l'écrit bien, c'est effectivement l'augmentation de température et éviter d'avoir de la climatisation partout dans les bâtiments. Donc ça, c'est une valeur importante du béton de chanvre. Plus la valeur sanitaire.
Comme on le rappelait, il n'y a pas de chimie dans le champ, il n'y a pas de chimie en première transformation, et il n'y a pas de chimie en deuxième transformation pour faire du béton de chanvre. Donc, ce sont des matériaux qui sont absents de COV. On n'enferme pas de phytosanitaire dans les murs. Et l'autre valeur importante, c'est évidemment cette résistance au feu. La résistance au feu, 240 minutes, c'est considérable. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde industriel là, sur les biosourcés. Évidemment, ça vient conforter les bâtiments qu'on peut concevoir en ossature bois, notamment, puisque vous le savez, la doctrine pompier d'Île-de-France est en train de se généraliser au niveau national sur l'absence de visibilité de l'ossature bois dans les bâtiments ERP. Eh bien, ce béton de chanvre pourrait convenir pour évidemment conforter la stabilité au feu structurelle des bâtiments en ossature bois. Et puis c'est un matériau durable. L'ACV du béton de chanvre, c'est 100 ans. Alors dans la RE 2020, c'est un consensus qui a été trouvé avec l'ensemble des filières conventionnelles. L'ACV est calculé sur 50 ans, mais on a une durée de vie supérieure avec le béton de chanvre. Ces matériaux, que ce soit la laine ou que ce soit le béton de chanvre, sont entièrement recyclables. Vous pouvez démonter un bâtiment, récupérer la laine de chanvre, l'envoyer à la cavaque et ça redevient en nappage de la laine de chanvre. Et bien, c'est la même chose avec le béton de chanvre. On démonte un bâtiment, on récupère ce béton de chanvre, à raison de 10%, on le met dans une nouvelle gâchée pour faire le béton de chanvre et ça redevient un matériau avec les mêmes caractéristiques. Donc 10% x 10, et bien, on aura recyclé la totalité, l'intégralité du mur en béton de chanvre. Donc cette rosace montre que effectivement on est vertueux du champ au chantier et du champ au tombeau, comme je viens de le décrire. Fin des matériaux, c'est intégré aujourd'hui dans le calcul réglementaire avec les fiches LDES A2. On va pouvoir effectivement justifier du recyclage complet ou du reconditionnement complet de nos matériaux. Aujourd'hui, grâce à on va dire l'inflation des matériaux qu'on a connue l'année précédente, on est sur que ce soit la laine de chanvre ou que ce soit les bétons de chanvre, on est à iso-coût. Et donc, on est sur des surcoûts en 2020 qui correspondaient à 15 à 17% par rapport à les constructions conventionnelles. On est aujourd'hui à quasiment l'équivalent. À 2% près, on est équivalent à une construction conventionnelle. Donc, cette filière qui est filière mature, à 25 ans d'activité, d'un retour d'expérience confirmé par l'AQC, l'Agence Qualité Construction, ça nous a permis de passer à effectivement l'industrialisation de la conception de nos murs. Ça a été fait en 2018 avec un premier bâtiment qui est illustré aujourd'hui. Et puis voilà, donc dès 2019, a créé la première unité industrielle de préfabrication de murs en béton de chanvre. Des murs en béton de chanvre qui ne sont pas des parpaings, hein, c'est au calepin de l'architecte, mais qui permet effectivement d'avoir du hors-site, donc d'amener sur chantier des produits secs, finis, sans déchets. Donc Wallup a l'honneur d'avoir l'État qui est monté au capital en début d'année pour dupliquer le système, dupliquer sur l'ensemble du territoire national et à l'international. On a 2 projets en gestation, un au Canada, au Québec, et l'autre en Afrique du Sud, sur la duplication du système de type Wallup. Et ça, c'est voilà, la cartographie des références sur le nord de la France. On a l'équivalent sur le sud qui sera édité cette année. Et puis quelques références en matière de bâtiments. C'est tout domaine d'emploi confondu. Il n'y a pas de limitation ni de hauteur, ni parce qu'on peut évidemment construire en FOB et non pas en COB. Et puis en ERP, voilà, vous avez un certain nombre d'illustrations, c'était la photo, voilà, un certain nombre d'illustrations de bâtiments qui ont été réalisés avec ces matériaux-là. Est-ce que vous avez des questions sur la partie construction? Oui, moi j'aurais quelques questions. L'épaisseur de la laine de chanvre par rapport à une laine, une laine de roche ou une laine de verre, c'est quoi est-ce que c'est les mêmes épaisseurs ou c'est plus gros par rapport à nos futurs bâtiments? Est-ce que voilà, ça va prendre plus de place ou pas? Non, les lambdas sont quasiment équivalents. D'accord. L'avantage de la laine de chanvre par rapport à la laine minérale, c'est qu'elle résiste à l'eau. Vous pouvez laisser une palette de laine de chanvre dehors sous embrun, vous la rentrez à l'intérieur, vous la laissez sécher, vous pouvez la poser dans le bâtiment, ce qui n'est pas le cas évidemment du laine minérale. Elle a un très bon pouvoir d'absorbant acoustique, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines laines minérales.
et il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'allergène. Voilà. Donc, contrairement à certaines. Et en termes de poids, le poids est équivalent au mètre carré? Alors, il y a plusieurs produits que distribue Biofib, hein. Vous avez le tout chambre, vous avez des mixtes, ce qu'on appelle le trio avec un peu de coton, de mémoire et de lin. Donc, évidemment, les poids sont différenciés par rapport à ces composants, mais il n'y a pas de tassement de ces laines. Par contre, en revanche, ce sont des matériaux combustibles. Donc, c'est pas inflammable, combustible, c'est ce qui veut dire dans les ERP. Il faut prendre la précaution quand vous les mettez en plafond de mettre une plaque BA18 d'un coupe-feu pour protéger effectivement ces matériaux. D'accord, mais en façade, on peut les mettre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en termes de résistance, par rapport, est-ce que vous faites des parpaings, parce que vous parlez des bétons, est-ce que vous faites des parpaings en chambre? Je m'explique, nous, on est des bâtiments, donc on a de l'électroménager, IFI, etc., donc forte valeur, donc on double toujours nos murs sur 2 mètres de haut de parpaing en béton. Pour éviter les voitures béliers, pour éviter les tronçonneuses et ce genre de choses. Est-ce que du coup, vous faites des parpaings et est-ce que c'est aussi résistant qu'un mur en béton, enfin en parpaing classique béton? Donc, il y a 3 fabricants aujourd'hui en Europe de parpaings, de chambres. Je peux en citer 2, c'est Isoemp et Vica. Vica, c'est un industriel cimentier qui fait du ciment-pron, un industriel italien. Ils ont tous un avis technique, d'accord, donc avec des prescriptions de mise en œuvre. Ces parpaings sont remplis de ciment, forcément, pour faire les chaînages. Ils ont tous leur fiche FDES et sont plutôt considérés comme des parpaings de remplissage, puisqu'on va chercher de l'isolation, contrairement à un parpaing basique dont l'isolation est de 0. Avec un parpaing de chambre, on va chercher de l'isolation. Donc, on va chercher plutôt de l'isolation répartie avec ce modèle-là. La résistance mécanique, elle est équivalente en résistance choc. Par contre, à la compression, elle est moindre, puisqu'on va chercher de l'isolation. D'accord. Ok, merci. Moi, j'ai une question, vous l'avez peut-être évoqué, mais je ne crois pas, sur le coût. Est-ce qu'il y a une différence de coût par rapport aux matériaux qui sont habituellement utilisés? Donc, pour les laines, le coût aujourd'hui est sensiblement plus cher au mètre carré qu'une laine minérale, une laine de verre. De mémoire, c'est 12 € une laine de verre au mètre carré. Ça va être 24 une laine de chambre. Mais rapporté au coût du bâtiment, c'est peanuts, puisque ce n'est que l'isolant laine. Et concernant les bétons de chambre, donc il n'y a pas de comparaison valable, sauf avec un mur FOB isolé en ossature bois. Sinon, il n'y a pas de comparaison entre un parpaing isolé en polyuréthane et un béton de chambre, puisqu'il y a des caractéristiques qui sont complètement différentes. Je l'ai dit, c'est l'inertie thermique, l'absorption hydrique, etc. Pour autant, un de nos opérateurs associés, Crédit Agricole Immobilier, qui fait quand même plus de 3000 logements par an, a fait faire une étude en fin 2021, avant l'inflation des matériaux, sur un comparatif en 3 parties. Donc, voile béton isolé en polyuréthane, FOB, isolation laine de bois et mur en béton de chambre de type Wallop. Ils arrivaient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à 17% d'écart en brut. En brut, c'est-à-dire sans tenir compte qu'on n'avait pas besoin de VMC double flux, sans tenir compte qu'il n'y avait pas besoin de rafraîchisseur, sans tenir compte que, comme c'est du hors-site, on gagne 6 mois sur un chantier de 18 mois, etc. Donc, ça, c'était avant l'inflation des matériaux. Ils sont en train de refaire cette étude, puisqu'on a, avec un projet de 80 logements, 14 maisons côté de Melun, ils sont en train de refaire cette étude avec les prix actuels et on serait inférieur à 10% d'écart. Voilà. Toujours en brut, c'est-à-dire sans tenir compte de ces différentiels. Ok, merci. D'ingénierie embarquée. Ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, si je remets tous ces bâtiments sont des logements sociaux. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont à fond sur le béton de chanvre parce qu'en fait, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a 70% d'économie de chauffage, il n'y a pas besoin de clim.
Et donc, du coup, il y a certes, de temps en temps, suivant l'échelle des projets, un léger surcoût, mais il est amorti en 2 ans sur la consommation d'énergie. Les 2 bâtiments que vous voyez sur la gauche, c'est un écoquartier de 45 logements qui ont été inaugurés par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, en mars l'année dernière. Elle voulait absolument visiter quand les locataires étaient là. Donc on était en mars, ils avaient été livrés en fin d'année. Elle a demandé quelles étaient les consommations d'énergie aux locataires et ils n'avaient pas allumé leur chauffage. Donc voilà, ça dépend aussi comment on voit le logement, si on le voit juste en coût d'achat ou si on le voit dans la durée. D'ailleurs, est-ce que vous avez des exemples, parce que là, on parlait de logements sociaux, enfin, ou logements tout court, sur des bâtiments type industriel, entrepôt ou commerce? Est-ce que vous avez des exemples de réalisation? Là, c'est un bâtiment tertiaire pour un service informatique. Et on a un certain nombre de fiches REX à disposition. En tout cas, la carte que vous avez là, vous avez sur le site de Construire en Chambre, en fait, un onglet réalisation. Et vous avez les réalisations, les dernières réalisations qui ont été faites. Et donc, vous voyez comment est utilisé le béton de chanvre, si c'est pour de la rénovation ou de la construction, est-ce que c'est du béton ou un isolant, le nombre de mètres carrés, etc. Donc, il y a les coordonnées des architectes et des artisans. Donc, c'est juste une gestion de base de données avec l'annuaire. Et donc, vous pouvez passer des artisans ou des architectes au chantier. D'accord. Et dans le domaine industriel, eh bien, je vous réinvite à visiter l'usine de Wallep, puisqu'elle est faite avec nos produits. Donc, que ce soit pour la résistance mécanique dont on a parlé tout à l'heure, le choc. L'usine de quel endroit? À Wallep, elle est à côté de Ok. Près-la-Chambre, 77. 77. C'est à 1 heure d'ici. Hein, c'est... Ouais. 1 heure d'ici. De gare à gare, j'ai pris le train ce matin à Chessy. Ah oui, d'accord, oui, ok. Et de Disney à Wallep, il y a 20 minutes. Voilà, donc 1h20. Ok. De porte à porte. Donc, je reprends la main sur la partie textile. Donc, on a 3 technologies pour faire simple, hein, parce que je peux vous en rajouter une 4e sur le semi-long, mais ça devient un peu complexe. Donc, on a 3 technologies différentes en textile. On a le 100% chanvre, donc fibre longue, ce que vous verrez le 6 juin, où là, c'est vraiment sur le modèle du lin, et sans pesticides et sans irrigation. On a une technologie qui est le cotonisé, où là, vous avez en fait, vous correspondez aux outils du coton et vous mettez 20 à 30% de fibres de chanvre qui vont être plutôt des fibres courtes. Et puis, vous avez une dernière technologie qui est plus à l'échelle expérimentale industrielle, hein, qui est le cellulosique. Donc, je vais vous détailler chacune des technos. Et en fait, j'avais fait ces infographies au moment du plan de relance pour pouvoir réindustrialiser en fait en France un certain nombre d'étapes de la chaîne de valeur. Donc là, vous avez à chaque fois la chaîne de valeur, ce qui est en France ou en Europe et ce qu'on pouvait réindustrialiser. Et c'est comme ça qu'il y a eu 2 filatures qui ont été réindustrialisées en France. Parce qu'on a pas mal discuté avec le ministère de l'économie à réindustrialiser. Donc là, en fait, en 2020, 2 machines, le frein qu'on avait au développement sur cette technologie-là, c'est qu'en fait, en lin, vous arrachez les pieds de lin, enfin vous connaissez bien, vous êtes dans la région de production, donc on arrache le pied de lin, on le parallélise et on vient récolter le lin de façon parallélisée pour le passer sur des outils de taillage et non pas des outils de défibrage, comme on appelle ça en chanvre. Le problème, c'est qu'en chanvre, en fait, vous n'êtes pas sur une culture qui fait 80 cm, mais 2,53 m. Et donc, il fallait qu'on ait un outil de récolte. Et grâce à l'association Lin et Chanvre Bio et à la Chanvrerie Gare de l'Aube, 2 prototypes ont été testés en 2020. Un, celui d'Hilaire avec Lin et Chanvre Bio, qui est auto-tracté, c'est-à-dire que vous avez le tracteur qui est intégré, qui va couper en fait le chanvre à la hauteur du lin, qui va le paralléliser et qui va séparer la partie basse de la partie haute de la paille.
Et après, il va suivre exactement le parcours du lin. La machine de Crétès avec la chambrière de l'Aube, c'est une machine qui vient au prix d'un tracteur existant, donc elle vaut la moitié du prix de la première. On parle de 700 000 euros quand même sur la première machine. Et là, vous allez couper de la même façon, mais vous allez mélanger le bas et le haut de la paille. Et donc, on est en train de faire des tests pour savoir si, suivant la technologie de récolte, on a des différences de qualité ou pas. En tout cas, toujours est-il que depuis 2020, les machines de récolte existent et donc, on peut enfin développer du chanvre fibre longue. Et cette année, il y a eu 1000 hectares de semences de chanvre qui ont été commandées par des liniculteurs pour pouvoir remplacer dans votre région principalement et en Normandie les cultures de betteraves par des cultures de chanvre. Et donc, le 6 juin, Nathalie Revol et l'un Chanvre Bio et surtout Henri Pomical, qu'on a aidé à avoir un appel à projet pour avoir une ligne dédiée, vont détailler toute cette partie et toute cette technologie fibre longue. Avec la fibre longue, pour le moment, ils font du jean, mais les premiers essais pour faire des chemises, donc des numéros métriques à 26, sont réalistes. Sur la partie cotonisée, on n'est donc pas sur des outils du lin, mais sur des outils du coton. Et donc, on a besoin d'avoir une fibre qui soit plus fine. Et en fait, sur la chaîne de valeur, c'est vraiment une industrie qui est plus monde que France ou Europe. On a des outils dans votre région ici. Vous avez un outil de cotonisation avec Van Robert. Et donc, on va préparer nos fibres comme on les préparait sur des usages techniques, que ce soit pour la plasturgie ou d'autres usages. Donc, une fibre rouille qui va être restée au champ. Et on va la passer sur des outils de cotonisation. Du coup, aujourd'hui, on a 5000 tonnes de fibres de chanvre qui partent sur cette technologie-là, parce qu'en fait, on avait déjà des outils et des fibres qui étaient avec ces cahiers des charges-là. Donc, le gros du marché s'est fait depuis, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était passé de 1 à 10% de nos fibres sur l'industrie textile. C'est vraiment sur cette technologie-là de fibres cotonisées qu'on a développé le textile. Et là, il me dit, mais sachez qu'on a des... La dernière technologie, c'est le cellulosique. Donc là, le cellulosique, alors c'est dommage que vous soyez tous en distanciel parce que je vous ai ramené des échantillons. Excusez-moi, il y a un petit peu de parasite sonore. Je ne sais pas si c'est à quel endroit c'est. Il y a des personnes qui sortent d'une salle derrière qui font beaucoup de bruit. Ok. Mais bon, c'est calmé maintenant. Donc le cellulosique, en fait, vous allez prendre la plante entière. Vous n'allez pas passer ni sur une chambrière, ni sur un outil de taillage. Vous allez directement extraire la cellulose de la paille en entier. Et donc, à 80%, ça va être de la chêne-botte, le bois du chanvre, qui va permettre de faire la cellulose. C'est le principe du lyocell et des autres cellulosiques. C'est une technologie qui est très, très demandée et très développée dans le nord de l'Europe. Et je ne sais pas pourquoi, en France, ça a du mal à décoller. En tout cas, il y a des jeunes, les Rebou, qui ont créé un procédé qu'ils ont labellisé, qui peut être labellisé bio, mais qu'ils ont breveté, pardon, et qui fonctionne pour qu'on fasse cette extraction de façon propre. C'est-à-dire que ce n'est pas des produits chimiques qui font l'extraction de cellulose, et vous avez une fibre qui est aussi fine que la soie. Et du coup, vous pouvez remplacer la fibre de carbone, par exemple, sur des usages techniques, et vous pouvez remplacer le coton sur un cotonisé. On peut faire un cotonisé qui soit avec la partie coton remplacée par le cellulosique. Ils en sont aujourd'hui à l'industrialisation, c'est-à-dire qu'ils ont fait tous les essais industriels. Ça fonctionne. Et donc là, ils sont en train de faire des devis d'usines pour pouvoir développer. Donc, ils sont en Charente-Maritime. Ils sont en train de développer cette technologie à plus grande échelle. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie textile. J'ai une question. Alors, c'est à l'usage. Est-ce que ça ressemble en fait aux fibres qu'on connaît? Est-ce que ça se maintient dans le temps de la même manière? Est-ce que ça devient plus, moins rêche? Est-ce que ça s'entretient de la même façon aussi? Là, vous avez quelques exemples.
Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. La serviette éponge. Moi, ça fait 1 an que je l'ai et ça ne bouge pas. C'est plus résistant, là? Plus résistant, je ne sais pas, parce qu'il faudrait prendre 2 échantillons, les tester, les laver X fois pour voir la résistance. Moi, j'ai juste mon retour d'expérience personnelle. C'est pas rêche, en fait, le chanvre. Il y a l'image du rêche, mais je vous assure que c'est pas rêche. Tiens, je peux témoigner. On a aussi des mélanges qui sont faits par tissage d'autan, qui sont absolument magnifiques, avec un mélange mérinos et chanvre. Pareil, tu me dis si tu trouves ça rêche, mais... Vous me croyez, hein, vous me faites confiance. Merci de faire un peu notre témoin. Non, réel, touche. J'avais l'image aussi, oui, que c'était assez rêche, mais en fin de compte, non. Mais là, vous parlez du chanvre cotonisé. Qu'en est-il quand on est en 100% chanvre, du coup? Alors là, il y a du 100% chanvre. Hein. Je n'ai pas que du chanvre cotonisé là dans les échanges. 290 grammes mètre carré, 250, 170. 70, c'est un petit peu plus rêche, mais là, c'est super doux. Ouais, c'est super doux. Bon, je les garde. Hein. Ouais. Et même là au niveau ça c'est super non, mais la doux. serviette, elle est top. Et encore, elle n'a pas été lavée. C'est comme elle était. Hyper doux. Ouais. Bon, le bonnet, ça va peut-être me gratter, j'ai plus de cheveux. Mais voilà. c'est vachement bien. En textile, il y a un champ des possibles qui est quand même extrêmement ouvert. Et on va lancer le 22 juin avec l'UIT, l'Union des industriels textiles, bleu, blanc, chanvre et bleu, blanc, lin, qui est une plateforme collaborative pour pouvoir développer le textile de lin et de chanvre made in France. Je vous présente la partie alimentation. Donc, en fait, on a une graine qui est considérée dans le plan nutrition comme un fruit à coque, avec une recommandation dans le plan nutrition d'augmenter la consommation de fruits à coque pour l'équilibre nutritionnel. Vous pouvez la consommer en graines entières, elle est marron comme sur l'infographie, mais ça vous fait un peu comme quand vous mangez du pavot, vous en avez plein les dents et du coup, c'est pas terrible. Nous, on a plutôt tendance à la consommer en graines décortiquées. Donc, ça fait une amande qui est blanche, qui est hyper goûtue, qui a un petit goût de noisette. Et tous les ans, au Salon de l'Agriculture, on fait des dégustations et à chaque fois, on a un franc succès sur le Salon de l'Agriculture. Cette graine, en fait, elle peut être pressée entière ou décortiquée. Et vous allez avoir d'un côté l'huile et de l'autre côté les tourteaux. Les tourteaux, en fait, ils vont être fortement protéinés. Surtout si vous pressez en fait la graine décortiquée. Vous pouvez tomber jusqu'à 50% de protéines. Et en fait, comme c'est une graine qui n'a pas d'allergène connu, c'est extrêmement intéressant. J'ai appris au Québec qu'il y avait des acteurs qui étaient en train de faire des laits maternisés avec du chanvre. Les atouts de cette graine, c'est que bien évidemment, ce n'est pas une céréale, donc il n'y a pas de gluten. Évidemment, c'est pas un lait, donc il n'y a pas de lactose. Je vous disais, il n'y a pas d'allergène connu. Et surtout, dans une cuillerée à soupe de chanvre décortiquée, vous avez tous ces nutriments. Et la docteure en nutrition avec laquelle on bosse, elle dit, j'ai jamais vu une graine aussi complète que la graine du chanvre. Ça, c'est des apports journaliers. 85% des apports journaliers en oméga 3. On sait que le régime alimentaire occidental, on est surdosé en oméga 6 et c'est ce qui génère les maladies inflammatoires. Là, la graine de chanvre, elle a l'avantage d'avoir l'équilibre parfait entre les oméga 3 et les oméga 6. Vous avez du manganèse, du phosphore, du cuivre, du fer, enfin voilà, et surtout du magnésium. Le magnésium, pour les sportifs, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de limiter les crampes et de mieux récupérer musculairement. Donc, comme je vous disais, on a fait une charte d'engagement, il y a le label, tout est sur notre site. Vous avez des fiches produits par typologie, donc soit graines entières, graines décortiquées, protéines ou huile. Dans les huiles, l'huile de chanvre est considérée comme une huile à goût, mais c'est une huile qui est extrêmement intéressante en cosmétique. Tous ceux qui le savent, ils prennent de l'huile de chanvre et ils mettent directement sur la peau parce que ça a un pouvoir cicatrisant et apaisant qui est juste impressionnant. Et on a mis en ligne des recettes à base de chanvre
Et ce qui fonctionne extrêmement bien dans les EHPAD, par exemple, c'est les Energy Balls que vous voyez en haut. Pour toutes les personnes atteintes d'Alzheimer qui n'ont plus l'habitude de manger avec des couverts qui mangent à la main. En fait, on met des Energy Balls avec du chanvre dedans, c'est fortement protéiné et ça permet qu'ils ne soient pas carencés en protéines. Mais on a préparé des menus, comme je disais tout à l'heure, avec pour les écoles et pour les EHPAD sur 5 semaines pour pouvoir développer toute la partie restauration hors domicile avec du chanvre. Et à chaque congrès, on organise tous les 3 ans des congrès. À chaque congrès, on fait des repas, des buffets à base de chanvre et tout le monde est toujours bluffé par la qualité de ce qu'on peut faire. On a fait une journée dédiée à Rungis sur la partie alimentaire au mois de mai l'année dernière. Et on avait des groupes comme Sodexo, comme Danone. Et Sodexo, ils étaient tellement emballés que du coup, ils ont fait 1 million de repas à base de chanvre pour les fêtes de fin d'année. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie alimentaire. Juste une petite... Mélanie, là-dessus, toi, tu n'as aucune information sur la partie alimentaire? Non. Ouais. Parce que j'ai du mal à me rendre compte, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont à base de chanvre dans les rayons d'Auchan? Je veux pas dire, honnêtement, j'ai pas de visibilité, mais je peux essayer de me renseigner. Dans la partie bio, vous avez des petits flacons d'huile, mais plus sur la partie cosmétique. Juste une alerte sur la partie alimentaire. On a tendance à avoir de plus en plus de choses sur l'alimentaire avec du CBD. Le CBD est considéré comme novel food. Donc, je vous conseille de ne pas mettre de produits alimentaires à base de CBD. Comme novel food, c'est quoi? C'est une réglementation européenne. C'est un nouvel aliment et que donc, du coup, il faut faire à peu près 3 années de tests. À peu près 300 000 € pour pouvoir passer au niveau de l'AFSA, c'est-à-dire l'Agence alimentaire européenne. Il y a un petit mot sur ce fameux comité d'experts, donc Chambry sans frontières. Nous sommes très sollicités à l'export pour amener en fait un savoir-faire français, notamment sur la construction, mais sur tous les marchés qu'a décrit Nathalie. Et donc, ça nous a amené à constituer ce collectif avec un comité d'experts dédié qui va de la semence jusqu'à l'alimentaire, en passant par la construction et tout marché confondu. Donc, on a expérimenté ce dispositif au Canada, à Québec, qui ont une expertise de 15 ans de production de chanvre, mais qui ne produit le chanvre que pour la graine. Ils brûlent ou ils compostent la canne. Nous les accompagnons, donc ça a été un franc succès. Ils nous demandent un accompagnement de longue haleine pour les aider à structurer effectivement la filière sur différents marchés, dont le marché construction. Comme je le disais, Wallup, on est déjà en relation avec un opérateur qui fait 25% du marché de la construction en Amérique du Nord pour développer un Wallup bis ou terre. Voilà. Et ce dispositif donc construit en chambre est appelé là récemment en Afrique australe, qui vient de libéraliser la culture du chanvre et qui veut accentuer effectivement les dispositifs, notamment sur le volet, le marché des constructions, de manière à décarboner effectivement la construction sur site. Donc voilà l'objectif de Chanvrier sans frontières. Concernant la partie plasturgie, il y a des possibilités aujourd'hui, il y a des entreprises qui remplacent la partie plastique par des fibres de chanvre et principalement pour tout ce qui est de bardage et aussi les decks pour les terrasses. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec les fibres de chanvre, ça rend les lames beaucoup plus résistantes et de pouvoir faire des lames de 9 mètres de long. Donc ça évite les découpes, facilite la pose et surtout une grande résistance chaleur et humidité. Donc ça, c'est aussi une partie qui peut être intéressante par rapport à la partie bâtiment et aussi comme des entreprises comme Leroy Merlin ou Cabane ou autres pour déployer ce type de produit et donc résistant et plus léger aussi également à mettre en œuvre au niveau bâtiment. Donc, comme je disais, on organise tous les 3 ans un congrès
L'année dernière, au mois de mai, il était au Sénat. Et en fait, on a fait une première journée le 30 mai au Sénat, une deuxième journée, 3 journées simultanées, une avec l'Ordre des architectes sur la partie BTP, une sur la partie alimentaire à Rungis et une sur la partie molécules à la station F. Et donc ça, c'est la présentation de Pierre Bonneau et de Pierre de Mortin, qui est le patron d'APM. Et donc, il montre un peu comment est constitué. Alors, c'est bizarre, tout à l'heure, j'ai eu la vidéo, mais là, je ne l'ai pas. Il montre comment est constitué APM. Donc, je vous le disais en présentant la carte, en fait, c'est à 50% intervalle une coopérative agricole, à 50% Forestia, qui s'est rebaptisé Foria. Et voilà le cycle qui permet de créer un compound, donc une injection dédiée au chanvre. Donc, la production est faite chez Intervalle. Il passe les fibres de chanvre, évidemment, dans la chanvrière. Donc, c'est l'étape 2, où on va séparer, en fait, la chaîne-botte de la fibre. Les fibres vont partir avec un cahier des charges spécifique pour être traitées, pour être plus fines que la normale. Vous avez des fibres qui font à peu près 2-3 mm. Et ça va passer dans une usine, l'usine d'APM, qui va mélanger un liant, un additif, avec le chanvre. Et donc, vous allez en sortir des compounds qui sont à peu près de la taille de la graine, c'est-à-dire pareil, de 3 mm et qui seront bruns. Et ces outils de compound vont pouvoir passer dans tout type d'outils d'injection. Et donc, là, ils font du tableau de bord avec Forestia, mais ils travaillent avec Seb, ils travaillent avec un certain nombre d'autres industriels, entre autres aussi pour tout ce qui est profil de fenêtre. Pendant la crise, j'avais beaucoup de coups de fil d'entreprises qui, du coup, réfléchissaient à qu'est-ce qu'ils pouvaient faire comme innovation et comment ils pouvaient améliorer l'impact environnemental de leurs produits. Et donc, je leur ai envoyé un certain nombre d'acteurs industriels qui voulaient mettre du chanvre dans un certain nombre de produits. Donc, comme vous développez des produits, ça peut être intéressant de développer des produits avec le chanvre en charge. Pour vous donner un exemple qui n'a strictement rien à voir, mais qui montre la performance technique de la fibre de chanvre, au dernier JO d'hiver, le fabricant de la piste de bobsleigh a testé toutes les fibres pour voir qu'est-ce qui absorbait mieux la vibration. Et en fait, il a fait la piste de bobsleigh en fibre de chanvre. Donc voilà, il y a des performances techniques qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent être appliquées à un certain nombre d'applications. Et là, c'est le nombre de tonnes de CO2 qui ont été économisées grâce aux 16 millions de véhicules. Et donc, on est sur 100 000 tonnes, donc 21% de la réduction du poids. Ça fait 100 000 tonnes de CO2 qui ont été économisées grâce au tableau de bord en fibre de chanvre. Et donc, en équivalent kilomètre, ça fait 818 millions de kilomètres de carburant qui ont été économisés. Et donc après, en termes de contenant, packaging, tout ça, ça peut rentrer dans ce type de produits? Ouais, je vous ai emmené des gobelets là. Alors là, c'est du chanvre qui est micronisé, donc c'est encore plus petit que le chanvre d'APM. Et du coup, voilà, il y a un liant qui est un liant naturel. Et ces gobelets, ils ont été testés plus de 100 fois en lave-vaisselle et ils ne bougent pas. D'accord. Donc voilà, sur toute la partie packaging, ça peut être extrêmement intéressant. Ça, c'était par la CAVAC. Il y a eu des essais de faire avec des imprimantes 3D ou pas? Oui, tu en as beaucoup. Ok, Tu as un certain nombre d'imprimantes 3D qui ont des filaments de chanvre. ça va être intéressant aussi pour des pièces. Ouais. Ok. Parce qu'après, de fait, ils sont complètement recyclables. Oui.